Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Et je vais vous présenter quelque chose que vous pourrez revoir avec des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir parler juste à côté, qui est les personnes qui sont sur le stand de la Fédération française des professionnels de la pierre sèche. Donc, ce dont je vais parler ce matin, ça s'appelle les ouvrages en pierre sèche. Donc, c'est le lieu de l'exposé avec quelque chose qui est centré sur l'ingénierie. Et j'avais décidé de présenter cela sous le terme une ingénierie ancrée dans les préoccupations actuelles. Alors, je suis enseignant-chercheur à l'École centrale de Lyon. Qu'est-ce qu'un enseignant-chercheur vient faire ici ? Quand on travaille dans une école d'ingénieurs, on produit de la connaissance scientifique que l'on digère et que l'on donne à l'ingénierie pour qu'elle s'en empare. Et puis, on essaie de aussi produire des outils qui vont faciliter le quotidien de l'ingénieur. On forme des ingénieurs aussi en essayant de les ouvrir à certaines préoccupations actuelles. Donc concrètement, on est vraiment ancré dans l'économie réelle. Et personnellement, si pendant longtemps j'ai fait de la recherche autour des ouvrages hydrauliques en terre, les barrages, les digues, donc j'ai travaillé beaucoup avec EDF et la Compagnie nationale du Rhône. Depuis 15 ans, je me suis mis au service de cette technique constructive parce que je la trouvais passionnante et qu'elle était porteuse de valeurs que j'avais envie de défendre. Et je suis devenu d'ailleurs administrateur de la Fédération française des professionnels de la pierre sèche. Et l'objectif qu'on s'était fixé avec d'autres collègues, c'était d'essayer de reconstituer ou de constituer toute la connaissance scientifique, la connaissance concrète du bâtisseur, bien, ce n'est pas notre expertise, d'autres l'ont. Et nous, on a essayé finalement de prouver en quoi cette technique constructive n'était pas une technique obsolète et qu'au contraire, c'était une technique fiable, moderne, à partir du moment où on construisait selon les règles de l'art. Alors voilà mon exposé. Peut-être on s'arrêtera à mi-parcours et si vous avez des questions, vous pourrez les poser à ce moment-là. Donc je vais expliciter ce que c'est la pierre sèche. Vous la présentez de manière très générique en la remettant dans une histoire, en la remettant dans l'économie, vous verrez pourquoi. Je finirai cette première partie pour vous montrer en quoi l'approche est renversée par rapport à toutes les pratiques du XXe siècle, de l'ingénierie du XXe siècle. Et puis, la deuxième partie, on fera une pause là. Si vous avez des questions sur la technique, je pourrai y répondre. Et puis ensuite, on passera à la deuxième partie où on va parler de ce que l'on appelle l'ingénierie régénérative. Alors, si c'est un mot que vous ne connaissez pas, vous allez beaucoup en entendre parler à l'avenir. Exit l'environnement, exit le développement durable, exit les grandes transitions. On va parler d'ingénierie régénérative dans l'avenir. Et puis, je vais vous montrer en quoi la pierre sèche correspond complètement à cet avenir de l'ingénierie qui est en train d'émerger. Bon, donc, on commence par définir ce que c'est la pierre sèche pour qu'on ait un commun en termes de vocabulaire. Alors, c'est une technique qui est constructive, qui est caractérisée par l'absence de tout liant dans la structure. Et on peut le voir ici, que ce soit en façade, mais aussi en profondeur. On est sur du joint sec, il n'y a pas de mortier, il n'y a pas de béton, il n'y a pas de terre. Ça, c'est de la technique pierre sèche. Alors, la technique pierre sèche, on a l'habitude de la différencier de la technique pierre de taille, qui est aussi une technique à joint sec. L'idée, là, c'est que les moellons de pierre sont peu façonnés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire peu façonner ? On n'est pas dans la pierre de taille. On va refaçonner un tout petit peu la pierre pour permettre de faciliter l'insertion des pierres dans l'ouvrage, mais on n'est pas du tout sur de la pierre de taille. Donc on n'est pas sur des ouvrages de prestige. La dernière chose qui caractérise la technique, c'est cet agencement savant.
on peut dire aussi réfléchi, des pierres entre elles et en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'un maçon du Parpaing ne sera pas capable de monter un mur en pierre sèche. S'il vous dit qu'il est capable, c'est suspect. Il faudra lui demander des preuves de cette assertion. Et c'est en fait toute la valeur du bâtisseur se trouve dans ce dernier volet, cet agencement savant, et il faut beaucoup d'heures, de jours, de mois de pratique afin d'avoir cette expertise. Alors donc, on voit parfois dans des recueils, dans des revues, des journaux, des choses qui n'ont rien à voir avec la pierre sèche, mais dans le texte apparaît cette notion de pierre sèche. Alors je vous en donne 2 exemples. Alors il n'y a pas de critique, hein, c'est juste il faut s'entendre sur le vocabulaire qu'on utilise. Hein. Le premier cas, c'est on a réalisé un mur en parpaing, et c'est sûr que l'insertion paysagère d'un mur en parpaing, c'est pas terrible. Et donc, l'idée ici a été de mettre une espèce de mur factice au devant, en essayant de ne pas mettre du mortier vraiment en façade, le mettre à l'arrière du mur, donc sur peut-être cette partie-là, mais en façade, d'éviter de mettre du mortier pour donner une espèce d'apparence pierre sèche. Alors, le deuxième cas, c'est ce que j'appelle moi de la pierre collée, où on est sur une plaque sur laquelle on est venu coller des lamelles de pierre avec un arrangement qui est tout à fait représentatif de ce que l'on peut avoir en pierre sèche. Donc ça, c'est très joli, ça permet justement de masquer parfois des choses peut-être moins belles. Mais dans les 2 cas, on n'est pas du tout sur de la pierre sèche, on est sur de l'apparence pierre sèche. Il n'y a pas de honte, c'est très bien, ça répond à des questions, mais il faut utiliser le bon vocabulaire. Alors, je vais vous expliquer un peu, pas dans le détail, mais de manière très générique, qu'est-ce que c'est la pierre sèche et d'où elle vient. Et donc, ce premier volet, c'est une expertise plurimillénaire protéiforme. Bon, là-dedans, il y a ce sentiment effectivement d'une technique qui est connue depuis des millénaires et puis qui est très adaptative, elle n'est pas rigide, on peut donner des formes très différentes aux ouvrages qui vont pouvoir être bâtis. Alors, je voulais vous présenter cette carte. C'est la carte des sites qui sont UNESCO au titre des sites et des pays ou des paysages. Et là où je vous ai mis cette espèce de macaron rouge, c'est un site où la pierre sèche fait partie du dossier UNESCO. Et c'est comme ça que j'ai pu identifier les lieux. Alors ce qu'on note, c'est qu'effectivement, ça paraît une réponse naturelle et universelle à un problème d'aménagement, puisque que ce soit au Pérou, en Afrique, proche de l'Afrique du Sud, on est plutôt au Kenya, on est plutôt en Éthiopie, on est en Europe, on est au Groenland, on est au Japon, et on a trouvé dans des espaces très différents qui ne communiquaient pas à l'époque de cette invention entre guillemets, on a trouvé la pierre sèche technique comme étant une réponse évidente à un problème d'aménagement. Alors cette réponse évidente, elle est évidemment lorsque la ressource est disponible. Et donc, on peut voir sur ces sites-là des réponses très variées dans l'usage de la pierre sèche. Alors, je vais vous dire quelles sont les fonctions principales qu'on attend et qui va permettre, auxquelles la technique est capable de répondre. Alors, elle répond à des problèmes structurels, déjà de base pour des choses qui ne sont pas très exigeantes. C'est une technique qui permet de réaliser des ouvrages autoportants. Vous avez ici 2 schémas de clôture. Une clôture toute simple avec un appareillage qui est spécifique et qui permet de faciliter la pose. Et puis des murs ici qui ont été prises à la Walling Association en Grande-Bretagne, où ici on est sur l'ancêtre du barbelé, puisque ce couronnement placé comme ceci permettait pour les animaux d'avoir une notion de risque de se coincer la patte s'ils essayaient d'enjamber le mur.
Donc vous voyez qu'il y a des choses très simples qui ont pu émerger, avec ensuite des choses un peu plus exigeantes où on attend de ce mur de transférer des charges, donc ici de la toiture vers le sol de fondation. Et bon, on peut avoir des parois, on peut avoir des murs de soutènement et toute une déclinaison de possibles. Alors ce mur qui est en général vertical, cette technique permet de faire des murs horizontaux. Alors ici, on est sur de la calade. Le principe de la calade, c'est finalement un mur qui est posé à l'horizontale, où tout le principe de la pierre sèche apparaît, un assemblage savant, un blocage des pierres entre elles. Ici, les pierres sont posées sur champ. On n'est pas du tout sur une pose à plat. Elles sont posées sur champ. On n'est pas sur du pavage simple. On est donc sur une technique très particulière où les pierres sont mises sur un lit de sable. Et les joints, ici, vont être à la fin remplis de sable. Alors, dans certaines applications, on voit que parfois, les gens ont mis de la chaux. C'est absolument pas nécessaire et c'est, pour moi, dévoyer la technique que de faire ça. Donc ici, on voit, bon, là, c'est l'île de Majorque. Si vous aimez la pierre sèche, allez-y, absolument. J'y reviendrai. Dès que dans les campagnes, vous allez vous promener, dès que vous êtes sur des chemins en terre qui commencent à être pentus, alors sur ce tronçon-là, tout de suite, on va avoir des calades qui apparaissent, qui est éviter de s'ornirer avec les charrettes, de s'embourber. Mais on mettait ce tronçon-là que lorsque c'était strictement nécessaire. Sinon, on était plutôt sur des chemins de terre. Et puis, évidemment, au-dessus des bâtiments, il faut se protéger. Alors, soit on avait accès à de la tuile ou des tavaillons, donc à forte présence d'un côté de l'argile localement et de l'autre du bois pour les tavaillons. Sinon, bien, on va réaliser des toitures en pierre sèche avec deux techniques différentes. Une technique en encorbellement et une technique en lauze. Pareil, il y a un stand à côté de bâtisseurs en lauze, vous pourrez discuter avec eux. Donc, c'est deux techniques qui apparaissent et vous voyez que finalement, on peut réaliser des bâtiments, une couverture, un pavage. Donc, on peut être vraiment sur un aménagement total en pierre sèche. Alors, on peut après avoir quelques accessoires qui vont venir enrichir l'aménagement. On peut faire des niches pour accueillir certaines choses. Alors, dans le sud de la France, dans le sud-ouest, on voit des casiers qui sont construits dans des murs où on venait stocker en hiver les ruches. Ça crée un espèce de microclimat qui, évidemment, les murs sont placés plutôt vers le sud et non pas vers le nord, ce qui permet de protéger les ruches du Mistral. Vous avez l'inertie de la pierre qui atténue les effets de variations de température fortes entre la nuit et le jour. On peut construire des escaliers volants au milieu ou des escaliers traversant dans le mur à droite. Donc, encore une fois, vous voyez que c'est quelque chose qui est protéiforme. Il y a une très grande souplesse de la technique pour faire de l'aménagement. Alors, moi, j'essaie de lutter contre ce discours souvent des gens du patrimoine. Oui, la pierre sèche, c'est pittoresque, c'est joli. Non, c'est ni pittoresque, c'est ni joli. Ça a été construit durant des millénaires pour répondre à une question existentielle de survie dans les territoires et d'optimisation de la ressource pour se maintenir dans les territoires. Donc, c'est vraiment une ingénierie. Si c'est joli, c'est bien, mais ce n'était pas du tout le but à la base. Et donc, quelle économie, donc si ça devait répondre à des problèmes très pratiques, très concrets, à quelle économie a contribué la pierre sèche? Alors l'économie, évidemment, pendant 10 millénaires, c'était essentiellement une économie agricole, où bien, le principe, c'était déjà de survivre, de se nourrir. Et donc, évidemment, on va aménager des terrasses, alors, beaucoup au XIXe siècle en France, lorsque, après la Révolution, il y a eu des réformes agricoles, la propriété a été distribuée. Population au XIXe siècle, à deuxième partie du XIXe siècle, qui augmente beaucoup, et on commence à cultiver des zones qui étaient plus difficiles.
et notamment les versants. Alors ici, vous voyez que ces murs de soutènement qui vont former des terrasses vont permettre le développement d'une agriculture, tout simplement parce qu'on va éviter l'érosion du versant et on va maintenir la terre riche donc, le long de ce versant. Donc ici, on est au Portugal, hein, on est dans la haute vallée du Douro, mais en France, on trouverait des mêmes photos. À gauche, une culture d'olivier, à droite, une culture de la vigne, et dans la vallée du Rhône, par exemple, vers Condrieu, un peu au sud de Lyon, on a tout à fait ce type de paysage. Et aussi en Ardèche, pour la culture des châtaigniers, on peut voir des châtaigneraies construites sur terrasse. Alors, il y a d'autres applications. Là, on est plutôt sur de la haute montagne. Et l'agriculture qui a été développée, c'est plutôt une agriculture pastorale. Sur la photo de droite, on est en Suisse et on est à la fin de l'estive où tous les brebis sont partis en estive surveillés par un même berger. Et donc, on rassemble les brebis de différents propriétaires. Et puis, quand c'est l'automne et que les brebis redescendent, il faut redispatcher les brebis à chacun des propriétaires. Alors, les brebis ont des peintures de différentes couleurs ou des signes sur le dos. Et puis, on les rassemble dans ce grand enclos de pierres sèches. Et le but va être de redistribuer dans ces petits enclos les brebis d'un même propriétaire, dans un petit enclos ou dans deux enclos, les brebis d'un même propriétaire. Alors on peut voir en haute montagne des cabanes qui étaient des lieux sans doute assez sommaires d'estive pour les bergers, mais par exemple dans la haute vallée de la Tarentaise, on peut avoir vraiment des constructions qui sont assez sophistiquées où on faisait le fromage dans ces chalets en été. Vous voyez une toiture de lauze. On est au-dessus de la forêt et la ressource locale en bois, elle est assez pauvre. Alors, on peut avoir aussi des ouvrages beaucoup plus ambitieux parce que l'économie, elle ne peut pas fonctionner sans le commerce. Et qui dit commerce dit des voies de circulation, dit enjamber des rivières. Et on a construit, et il y a eu une réalisation récemment dans le parc des Cévennes d'un pont en pierre sèche. On est au milieu sur du soutènement, mais ce n'est pas de soutènement de terrasses agricoles, mais des soutènements routiers. Et là, vous voyez la personne, vous avez des soutènements qui font plus de 4 mètres de haut. Donc, on n'est pas surtout sur des petits murs. La technique permet de faire des ouvrages qui peuvent être très hauts. Et je n'ai pas la photo, mais je l'ai vue, une photo où on était plutôt sur du 6 mètres de haut. Et puis, la pierre sèche a été utilisée aussi pour des ouvrages hydrauliques. Et vous voyez ce petit référentiel, copyright. Tout simplement, EDF exploite 10 barrages, essentiellement dans les Pyrénées, qui sont réalisés en enrochement. Et pour protéger l'enrochement qui constitue le corps structurel du barrage, on a mis une peau en pierre sèche. C'est un barrage qui a été construit dans les années 1910. Et cette peau, on appelle ça un perret. On le voit souvent sur les rives des rivières. Ça permet de protéger les berges contre l'érosion. Voilà, des infrastructures. Alors pour le coup, on est sur un barrage qui est exploité par EDF, hein, donc des infrastructures qui peuvent être de très grande hauteur. Donc voilà ce premier tableau pour vous dire que la technique pierre sèche, c'est joli, ça tombe bien, mais d'abord ça répond à des besoins d'ingénierie, des besoins d'aménagement, et qu'il existe des ouvrages qui ont plus de 100 ans, qui sont maintenus et qui sont en pierre sèche. On n'avait pas de recode à l'époque, et pourtant ça tient. La particularité de la pierre sèche, c'est la deuxième particularité, c'est un peu ce qui est un peu différent de ce que l'on apprend à nos ingénieurs. Nos ingénieurs, ils ont un problème, ils veulent réaliser quelque chose et ils commencent à réfléchir à la conception et puis ils essaient de voir quel est le matériau qui va répondre à la question. Alors, bon, ce n'est pas tout à fait vrai, mais bon, schématiquement, on peut dire que c'est une approche de ce type-là. Ici, on n'est pas du tout sur cette approche-là. On est sur une approche qui est complètement renversée. On est sur site, on se dit, on tourne autour, on regarde quel est le matériau qui est sur site.
Et donc, comment on va mettre en œuvre ce matériau? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce matériau? Donc, vous voyez, c'est une approche qui est totalement inversée. Alors, par exemple, si on est sur un site où la roche est évidemment présente, mais on est plutôt à une affaire à une roche dure qui va avoir du mal à se débiter en moellon sous forme de dalle, plutôt, d'abord, qui peut se débiter en forme de dalle, alors on va mettre en œuvre la pierre sèche selon ce mode assisé qui est ici, où on est plutôt à plat. On peut mettre en œuvre ici sous forme d'opus en clavade, où on posera plutôt les pierres sur champ. On peut, alors ça c'est assez classique, ces deux opus. Celui-là, ben, c'est un murailler de schiste qu'il a mis en œuvre. C'est beaucoup plus rare, opus spicatum, mais ça peut exister. Et puis donc, quand justement la roche ne peut pas se débiter parce que géologiquement, la formation de la roche ne permet pas de faire cela, on est sur des roches qui vont se débiter en forme irrégulière. Et en ce cas-là, on va donc s'adapter au matériau, l'utiliser dans une technique d'opus incertum. C'est un peu plus compliqué. Et voilà, donc si le premier, on était plutôt sur des schistes, ça c'est classique. Certains calcaires, notamment les calcaires de Bourgogne, se débitent facilement en plaques, ils appellent ça les laves. On a certaines roches volcaniques aussi. Ici, là, on est sur plutôt des applications de roches granitiques, mais aussi certains calcaires qui sont très durs, qui ne présentent pas cette espèce de litage grossier, on pourrait dire, géologiquement parlant. Et ce matériau-là, il est mis en œuvre de telle manière, j'en ai pas parlé pour l'instant, les pierres sont mises en œuvre et on le voit que ce soit ici ou que ce soit ici, les pierres sont mises en œuvre de telle manière à ce que les joints soient recouverts. C'est-à-dire que les moellons sont placés en quinconce dans les trois directions, c'est-à-dire longitudinale, profondeur, et c'est beaucoup plus évident dans l'opus incertum verticalement, mais de temps en temps, dans l'opus assisé, c'est aussi le cas. Et dernière chose, c'est qu'on bloque les pierres les unes par rapport aux autres. On va aller chercher le contact avec les pierres. Et il faut que si on marche sur la pierre que l'on a posée, il faut que surtout elle ne bouge pas. Et donc, grâce à cela, on va enlever toute la mobilité entre les pierres et l'ouvrage va se comporter de manière monolithique, comme s'il était chaîné. Voilà, donc j'avais envie peut-être de m'arrêter déjà un tout petit peu là pour répondre à certaines questions qui pourraient émerger sur cette pratique avant d'aller aller plus loin. Il y a un deuxième micro. Voilà. Donc vous parliez de la pierre sèche, on a vu quelques exemples aussi de maisons et de maisonnettes. Est-ce que vous pensez que c'est encore viable aujourd'hui de construire une maison en pierre sèche ? Alors, je comprends le problème. Le problème, c'est la réglementation environnementale 2020. Alors, je vous montrerai des exemples de ce qui a pu être fait. Alors, effectivement, comment on faisait historiquement ? Bon, on ne vivait pas dans le confort déjà. Il n'y avait pas forcément de fenêtres. Donc, mais ce que l'on peut voir parfois dans le sud, c'est des mortiers de terre qui venaient protéger essentiellement contre le vent. On peut voir aussi des mortiers de chaux et qui sont posés voilà, en enduit, quoi, en fait, et qui permet d'assurer un minimum d'étanchéité. Mais justement, l'idée, c'est de ne pas vouloir... Vous allez voir le propos. Pour moi, c'est il faut utiliser la pierre sèche juste quand c'est pertinent. Et on verra en quoi, dans un bâtiment, elle peut être pertinente et là où elle ne sera pas. Plus loin. OK ? D'autres questions, éventuellement ? Bonjour, moi j'ai une question de curiosité. Tu parlais du fait de prendre un matériel sur site et j'imagine qu'il y a des régions où il y avait du bois et de la pierre. On a choisi la pierre. Est-ce qu'on sait pourquoi en France, j'ai l'impression par rapport à d'autres endroits,
on construit nos maisons justement en favorisant plutôt la pierre que le bois. Je sais que ça sort peut-être un peu de Rocalia, mais... Non, mais c'est pertinent. En fait, concrètement, on pourrait dire ça. Si on peut construire en pierre, d'ailleurs souvent on le voit dans les monts du Lyonnais à côté, donc à l'ouest de Lyon, on voit des fermes construites en maçonnerie de pierre avec un mortier de chaux, et les bâtiments agricoles sont en terre crue. Donc on a bien distingué quelque chose que l'on voulait sans doute pérenne, qui est moins sensible à l'eau, où en fait il y a un enjeu qui est très fort, de bâtiments agricoles où finalement on va aller à l'économie et on va utiliser la terre crue qui très certainement était beaucoup moins chère. Alors le bois, il faut comprendre que c'est un matériau qui est durable dans le sens pérenne dans le temps. Si vous allez à Honfleur, il y a une très belle, donc à côté de Rouen, vous avez une église qui date du XVe siècle et qui est complètement construite en bois. Donc le bois traverse le temps. Le problème, c'est qu'il faut qu'il n'y ait aucun défaut dans la conception. C'est-à-dire qu'il faut que l'ouvrage respire, il faut qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau, parce que très vite, le bois pourrit. Donc sans doute que l'idée, c'était ça. La pierre est beaucoup plus robuste et qu'elle est plus fiable peut-être. On peut faire des erreurs. Alors que le bois, tout de suite, peut-être, si on a fait une erreur de conception, on va le payer cash. C'est ma vision. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça me paraissait pertinent de le dire comme ça. D'autres questions? Pour rebondir à ce qui s'est dit là, vous parliez de prendre les matériaux présents sur site. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, on parle de carrières, des fois même des carrières pas françaises. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est encore écologique de construire en pierre sèche, sachant que la pierre risque de venir d'une carrière loin de site? Alors, est-ce que c'est écologique de construire en pierre? Non, si vous faites venir de la pierre d'Espagne. Donc, est-ce que finalement c'est la bonne solution? En termes d'ingénierie, oui. En termes de développement durable, non. Donc après, on fait le choix, on met des pondérations et voilà, on va pas. En tout cas, moi, c'est pas mon rôle. En tout cas, l'idée de la pierre sèche est de se dire, on met un cercle de 100 km, on va y revenir autour du site où l'on construit, et on essaie de voir quelle est la ressource. Autrefois, c'était plutôt ce qu'on appelle la pierre de cueillette. On épierrait les champs, on les mettait sur le bord. Et ce matériau-là, qui est un déchet, on le réutilise. Hein. On est vraiment dans du développement durable, hein. On est d'accord. Effectivement, autrefois, quand on s'aperçoit que concrètement, il y avait des micro-carrières dans chaque village, à côté de chaque village, puisque ce qui est cher, c'est le transport. Historiquement, c'est le transport. Actuellement, on a un problème. Parce qu'effectivement, la réglementation des carrières, c'est des réglementations qui sont plutôt pour des carrières Lafarge, des choses qui sont très gros. Et donc la réglementation est beaucoup trop sévère pour des micro-carrières. Aussi, l'économie de la pierre, elle est tombée après la Seconde Guerre mondiale. Donc les micro-carrières ont été fermées. Et qui va réouvrir une micro-carrière s'il n'arrive pas à avoir un marché derrière pour vendre sa pierre? Donc on est vraiment sur ce problème-là de la ressource, mais ce n'est pas parce qu'en 2025, on a un problème qu'il ne faut pas essayer de faire les choses. Et j'y reviendrai. Les parcs naturels régionaux et les CAUE ont une politique qui essaie de reconstruire des choses pour rendre possible ce qui a pu être possible à un moment donné. Merci. Si vous voulez, je vais continuer. Et donc, ma deuxième partie d'exposé, c'est ingénierie régénérative, une autre fabrique de l'espace. Alors, dans ce mot d'ingénierie régénérative, il y a du greenwashing, évidemment. Il faut faire attention quand on parle d'ingénierie pour la transition écologique. On se pose la question si en réalité on fait bien ce que l'on a dit. Mais en tout cas, c'est un mot que vous allez voir très souvent maintenant dans les médias. Et la notion de régénérative, je vais l'expliciter, mais là on le voit bien. Il y a le régé, c'est-à-dire on répare quelque chose et on va régénérer quelque chose qui était existant, qui a été détérioré.
Et on va voir en quoi, en fait, c'est une autre approche de l'ingénierie, et d'ailleurs que l'on est en train d'apprendre à nos élèves actuellement. Alors, cette notion d'ingénierie régénérative, on est au-delà des grandes transitions. Année 2000, on parlait de l'environnement. Ensuite, on a parlé du développement durable dans les années 2000 jusqu'aux années 2010. Après les années, on est arrivé dans les années 2020, on parle de la transition écologique, transition énergétique. L'ingénierie régénérative a fait une synthèse de tout ça et elle va beaucoup plus loin parce qu'elle met vraiment l'humain au cœur de la réflexion. Alors donc, bon, c'est peut-être un peu artificiel, mais pourtant c'est vrai, c'est une rupture dans la manière d'aborder, d'appréhender les problèmes d'aménagement. Et si vous êtes urbaniste, vous allez dire rien de nouveau sous le soleil, mais pour un architecte qui est parfois à une échelle plus petite et l'ingénieur qui est encore plus à une échelle plus petite, c'est une révolution. Le principe de l'ingénierie régénérative, c'est une approche où on va pas proposer une solution qui est linéaire, qui est du type ce que l'on a fait au XXe siècle. On extrait, on construit, on exploite, on met en décharge et on repart. Donc là, évidemment, on comprend qu'il n'y a aucune intelligence et on épuise les ressources et c'est un des enjeux des grandes transitions. Alors, autre chose, c'est que quand on va essayer de réfléchir à une solution, on ne va pas voir notre réponse par le bout d'une lorgnette, on va dézoomer et on va se mettre à une plus grande échelle que notre problème. Et c'est ce qu'on appelle une approche systémique. Et on va voir toutes les interactions entre un grand espace et le petit espace que je vais essayer d'aménager. C'est vraiment ce que l'urbaniste fait. Et puis, quand je vais chercher une solution, j'ai un objectif qui m'a été donné, mais je vais essayer de voir si la solution, il ne peut pas exister une solution avec un co-bénéfice qui aille au-delà du cahier des charges qui m'a été imposé. Première chose que l'on fait, on place le projet sur une carte, on met un cercle de 100 km et on va analyser le territoire. On va analyser le territoire, on va essayer de comprendre les atouts culturels, les atouts économiques et surtout les ressources présentes sur ce territoire. Alors ça, c'est exactement ce que je fais avec mes élèves qui collaborent avec des architectes autour de commandes réelles. Et je leur dis, je veux d'abord dans votre exposé voir une carte, où est votre site, le cercle. Et vous allez me dire quelles sont les entreprises, quelles sont les ressources, quelles sont les entreprises qui produisent des matériaux et pourquoi vous avez choisi celle-là et pas juste quelque chose de confus en termes de justification. La solution, elle doit valoriser l'histoire du territoire, c'est-à-dire, on voit bien les écueils dans lesquels l'architecture, parfois du XXe siècle, avec les villes nouvelles, ont mené certaines expérimentations. Peut-être que les anciens n'étaient pas tout à fait débiles, peut-être qu'il y avait une intelligence qui existait. Et donc, finalement, on peut peut-être partir de cela. Le but, ce n'est pas de revenir au XIXe siècle ou de revenir à la préhistoire, mais en tout cas d'avoir une vision assez critique, dans le bon sens du terme, de ce qui a été fait et d'essayer de valoriser finalement ce que les anciens ont fait en termes architectural, de paysage et respecter ses habitants. Alors, la solution qui doit émerger, elle doit être spécifique au territoire. On n'est pas du tout, vous voyez, sur une approche industrielle où on va proposer la même solution à Singapour, à Sydney, à New York, à Moulins-sur-Allier ou à Chamonix. Absolument pas. On est sur une étude de territoire et on essaie de trouver une solution qui est pertinente pour le territoire. Et on va inscrire le temps long dans la réflexion. C'est-à-dire, on va créer, si vous voulez, une espèce d'étude financière qui sera une étude financière court terme, mais on va faire un deuxième calcul où on va essayer d'approcher la notion de maintenance, la notion de fin de vie, essayer d'établir un coût. C'est exactement ce que l'on fait lorsqu'on dit on investit dans le photovoltaïque pour l'électricité. On essaie de voir quel va être le retour sur investissement au-delà du coût d'installation. C'est exactement ça. On va inclure vraiment cette notion de fin de vie
parfois difficilement quantifiable financièrement, mais au moins qualitativement. Alors très souvent, l'ingénierie régénérative, elle se fonde sur quelque chose qui s'appelle des solutions basées sur la nature. On est avec la nature, on joue avec la nature et non pas contre la nature. Un exemple très simple, pour lutter contre l'érosion des littorales, on a deux approches. L'approche 20e siècle qui est, on va créer une digue de 20 mètres de haut ou 50 mètres de haut s'il le faut, on s'en fout. On met une digue en enrochement ou tout autre matériau et là on lutte contre la nature. L'autre solution, c'est sur un site dire peut-être on va replanter de la mangrove parce que la mangrove, c'est des arbres qui poussent dans l'eau et qui atténuent l'effet des vagues et qui protègent le littoral. Donc voilà, c'est un exemple qui est concret de ce qu'on appelle une solution basée sur la nature. Le principe des solutions basées sur la nature, c'est qu'elles sont low cost. On ne met pas de la technologie, on est sur une approche où la technologie ne sauvera pas le monde. On est sur une approche où plus il y a de technologie, plus ça fait rêver, mais c'est absolument pas robuste. Et on le voit souvent dans la régulation thermique de bâtiments où il y a plein de capteurs. Ces capteurs, c'est très bien, mais 2 jours après ou une semaine après, ils se dérèglent et il faut faire intervenir des gens sans arrêt, et on n'arrive jamais à réguler. Donc autant revenir sur des choses très simples et les solutions basées sur la nature répondent à cet objectif. On est sur quelque chose donc, de low cost, de robuste et d'adaptatif. Et les solutions, l'ingénierie régénérative, elle replace l'humain au centre de la réflexion. Alors évidemment, les architectes, ils connaissent, bien dans leur réflexion, ils passent l'usager au centre de la réflexion, l'urbaniste aussi, l'ingénieur beaucoup moins. Et donc l'idée dans l'ingénierie régénérative, c'est d'aboutir à une co-construction avec les usagers, de les mettre dans le processus de réflexion, pour ensuite aller cogiter soi-même, mais toujours avec les habitants du territoire, pour éviter qu'on arrive à une solution où finalement, le jour où on partira, les habitants ne s'approprieront pas ce qui aura été fait. Alors ça va permettre aussi de recréer du lien social et finalement redonner de la fierté aux habitants avec un sentiment d'appartenance qui est intéressant. Et donc, finalement, ça va permettre de restituer l'identité du territoire, son unicité, et quelque part corriger les errements passés pour une meilleure résilience. Et on va voir les exemples. Bon, ces exemples, on va voir comment la pierre sèche y répond, et donc, d'où le titre, la pierre sèche, on y va. Alors, pierre sèche, on y va, oui, mais juste quand cela est pertinent. Moi, je ne défends pas ce qui est indéfendable. Il faut l'utiliser que lorsque c'est pertinent. Alors, en lien avec la rupture dans la manière d'aborder les problèmes d'aménagement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on regarde le matériau qui est local, on regardera si c'est de la pierre dure. S'il n'y a pas de pierre, on ne fera pas de pierre sèche. On n'ira pas à 200 km chercher de la pierre. Ce n'est pas du tout dans le principe de l'ingénierie régénérative. Si le matériau local est très dur, on ira sur l'opus incertum. Si on est sur une pierre qui se délite par plaque, on ira vers de l'opus acisé. La technique permet de minimiser l'énergie grise en termes d'extraction, construction, fin de vie. Évidemment, on n'est pas sur des approches ciment ou acier, où on est obligé de porter des minerais jusqu'à 1500 degrés. Donc là, on est sur... Il y a de l'énergie grise, évidemment, sur l'extraction. En construction, on utilise des brouettes sur chenilles, on utilise des pelles, des petites pelles, mais on n'a rien avec d'autres technologies. Et la fin de vie, elle est assez favorable, vous allez voir pourquoi. Parce que cette fin de vie, elle contribue à une circularité. En fin de vie, tout reste sur le site et tout est réemployé. On est vraiment sur quelque chose où on ne rentre pas dans le statut de déchet. Les matériaux sont réutilisés pour les mêmes fonctions. Et à la limite, si on voit des pierres qui ont été altérées à cause du gel, donc ce qui veut dire qu'elles n'étaient pas forcément adaptées, on va les réutiliser à autre chose sur site. Et donc là, on voit bien qu'on est exactement dans le même principe que la terre crue. On est exactement sur les mêmes ressorts de technique. La solution doit surgir de l'analyse approfondie du territoire. Alors là, justement, les parcs naturels régionaux et les CAUE, je ne l'ai pas mis, mais c'est le cas, se sont quasiment tous emparés du sujet
et ils vont contribuer plutôt en initiant ou en réalisant pour les CAUE des inventaires, essayer au niveau des PNR, parce que c'est inclus dans leur charte, de mettre en valeur ce territoire, de structurer des filières de la pierre et de contribuer à la formation, à changer les idées reçues et à contribuer à la formation. Alors, si vous avez un exemple flagrant que vous pouvez trouver, c'est le Parc national des Cévennes. Il a une politique qui date d'au moins 30 ans autour de ce sujet, qui est sans doute le plus significatif en France, mais aussi le deuxième, c'est le PNR des Monts d'Ardèche, avec un plan pierre sèche qui a été construit il y a à peu près 5 à 7 ans, qui sont en train de décliner. Et le summum du summum, c'est cet exemple-là, c'est le Conseil de Mallorca aux Baléares, qui, il y a 30 ans, a fait le diagnostic. Bon, l'économie de l'île, actuellement, c'est une économie touristique. Je m'aperçois que dans une partie de l'île, ici, il y a des plages, j'ai des touristes, j'ai le développement d'une économie, et donc ça met en valeur, ça permet aux habitants de vivre, et pour un tourisme d'été. Et j'ai une zone ici qui est montagneuse, qui ressemble beaucoup à la Provence, mais qui a l'avantage d'être UNESCO au titre des paysages. Alors pourquoi UNESCO? Parce qu'il y a toute une infrastructure en pierre sèche d'une richesse incroyable. C'est quasiment parfois des réalisations du type Machu Picchu. Et un système de gestion de l'eau hydraulique amené par les Arabes au XIIIe siècle qui est très impressionnant. Ils se sont dit, peut-être que ce territoire qui était exempt de tourisme, on va peut-être essayer de tirer parti de ce territoire-là à travers la pierre sèche pour constituer un GR ici que vous pouvez parcourir en une semaine en créant des gîtes le long de cette route et en essayant de réhabiliter les calades, réhabiliter les murs. Il y a même des glacières et avoir finalement un écosystème, un projet politique autour de la pierre sèche et en impliquant évidemment les habitants et notamment lors des étapes, vous pouvez avoir des ateliers par exemple proposés par des artisans pour connaître l'artisanat du site. Alors ça c'est vraiment l'exemple emblématique et d'une richesse incroyable et ça a marché. Et ça a marché parce que quasiment les 3/4 de l'année, tous les gîtes sont complets et ils ont réussi à attirer un tourisme hors saison, c'est-à-dire automne et printemps, sur l'île, tourisme qui n'existait pas. Alors vous voyez exactement l'approche qui est vraiment une ingénierie régénérative, ce qu'ils ont produit. Alors, sur le volet, valorise l'histoire du territoire, son architecture, son paysage, ses habitants. On voit qu'il y a une espèce de respect du passé. Quand je pose à mes élèves la question « Est-ce que vous avez déjà vu des ouvrages en pierre sèche ?» Ils disent non. Et pour cause, ça se confond avec la géologie du site. Alors, donc, on voit que c'est des ouvrages qui participent à d'une qualité paysagère. L'intérêt de la pierre sèche, c'est effectivement de se repencher vers un patrimoine qui est centenaire, essayer de le mettre en valeur, essayer de remettre en valeur des savoirs locaux, donc finalement mettre en valeur toute l'histoire du territoire. Et si vous voulez créer de nouveaux ouvrages, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de rupture dans les techniques avec le passé, et c'est des ouvrages neufs qui s'inséreront très bien avec les ouvrages anciens. Alors, il peut y avoir parfois des particularismes régionaux qui peuvent être mis en valeur. Ici, vous avez un mur qui est construit à la piémontaise, qui est finalement un mix entre un opus incertum et un opus assisé. Et c'est une technique qui est émergée dans le sud-est de la France, amenée par des maçons qui venaient du Piémont, donc actuellement d'Italie. C'est une technique qui est moderne et non passéiste. Il y a des réalisations contemporaines. À gauche, vous avez la tour à eau de Gilles Clément, qui est sur la ligne de partage des eaux dans les monts d'Ardèche, où il y a tout un parcours artistique. Et il y a eu l'idée de faire cette tour à eau. Je ne suis pas sûr que ce soit très efficace, mais en tout cas, en termes visuels et d'approche du paysage, c'est intéressant. Dans le deuxième cas, on est proche du puits. On est sur un abri pour des pèlerins,
sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un abri qui reprend la forme des sucs, ces espèces de montagnes qui étaient des anciens volcans de la Haute-Loire, et qui a été livré il y a 2 ans. À droite, on est à côté de Rocamadour, dans le Lot, où l'idée de l'architecte, ça a été de faire des tentes en pierre sèche qui permettent aux pèlerins qui sont sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle de s'abriter. Alors, en été, je pense que ça doit être une fournaise. Je ne suis pas sûr que ça réponde à toutes les questions, mais en tout cas, en termes architecturaux, c'est très intéressant. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur des approches modernes de cette technique. Alors, pour répondre à votre question, le voilà. Ici, on est en Ardèche. On a des propriétaires qui ont acheté une ruine, c'était vraiment une ruine, où émergeait ici un soubassement qui était en fait une cave. Et au lieu de raser complètement et de repartir ex nihilo, l'idée a été de garder la cave et de construire par-dessus une superstructure en bois, paille, dans lequel on vit. Ça a été livré il y a 5 ans. Ça, c'est à peu près il y a 3 ans. Au milieu, on est en Isère, où ici, les propriétaires ont décidé de faire tout un rez-de-chaussée en pierre sèche, où on a plutôt des locaux techniques. On doit avoir la machine à laver, des choses comme ça. Et pareil, une structure bois qui existe au-dessus. Et puis, en termes paysagers, ici, on est à Paris. L'atelier Nou qui a proposé de réutiliser des matériaux de déconstruction de la ville de Paris qui stockent sur un site bien précis. Et elle a remis dans ce paysage en œuvre cette pierre sèche avec des opus variés d'ailleurs, avec des matériaux très variés. Et vous voyez que finalement, on a ici un amphithéâtre qui répond au territoire urbain et qui réutilise de la ressource locale, qui sont des matériaux de déconstruction. Alors, le but de cette ingénierie, c'est de constater qu'effectivement, on peut faire mieux que ce qui a été fait par le passé au XXe siècle. Alors, on est sur un territoire du parc des Cévennes, où vous avez beaucoup de murs en pierre sèche. Je peux déjà vous dater les interventions. Ici, on est en 1980. 1980, c'est l'ère du mortier. Donc, le mortier permet d'avoir de la résistance. Ici, on est dans les années 2000, on est dans de l'arronchement. Bon, moi, j'ai rien contre ni l'un contre l'autre. La question qu'on aurait pu se poser, c'est on a une technique qui a été utilisée sur le site. Est-ce que ce que je suis en train de proposer permet d'être respectueux de l'histoire et est-ce qu'elle s'insère bien dans le paysage? Alors là, on a atteint le summum ici, où on est sur un soubassement en béton et peut-être armé, je l'espère en tout cas. Et aussi, on est sur de la maçonnerie liée. On a été obligé de faire des trous pour que ça soit drainant, alors que le mur qui est ici, il est drainant en lui-même. Donc, vous voyez que finalement, on n'a peut-être pas interrogé les bonnes choses. Parfois, c'est juste parce qu'on ne savait pas et qu'on avait du mal à trouver des artisans capables de faire cela. Alors, en quoi cette solution pierre sèche est une solution basée sur la nature? C'est qu'on est sur un système réversible, totalement réversible. On part d'un empilement de pierres. On construit selon un arrangement savant en ouvrage et en fin de vie, il peut revenir sur un empilement. On restitue à la nature ce qu'elle nous a donné. On est vraiment donc dans une solution basée sur la nature et il n'y a pas d'autres technologies qui viennent parasiter la solution. Alors, naturellement, c'est une technologie qui est perméable, que ce soit en calade ou sur un mur de soutènement. Elle permet donc de gérer les eaux et surtout de ne pas être un frein à l'écoulement des eaux. Et ça, c'est colossal parce que les murs de soutènement en béton armé, souvent, ils rompent parce que les barbacanes se sont bouchés avec le temps. Et on l'aura compris, elle permet de conserver des terrasses et permettre de lutter contre l'érosion des versants. Et ce qui veut dire que même si aujourd'hui on ne cultive pas, peut-être les générations à venir, ils voudront cultiver ces versants. Et la technique, si on continue à l'utiliser, on permettra aux générations futures de s'adapter. Il y a une notion effectivement d'adaptabilité douce, avec finalement, vous l'avez vu, une technique de mise en œuvre qui répond à un problème de manière très souple.
Et par exemple, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais la technique en enclavade des murs de soutènement, elle est surtout utilisée lorsque l'ouvrage est en contact avec l'eau. Alors, quand est-ce qu'on va l'utiliser? On le voit, par exemple, en Grande-Bretagne ou en Bretagne, pour des murs de quai, ou les murs de quai maritimes, hein, qui sont construits comme ça, avec des pierres posées sur champ. On va le voir aussi le long des berges, dans les Cévennes, ça existe. On a sur on va dire le lit on va dire supérieur qui est atteint au moment des grandes inondations. On voit des murs qui protègent les berges et qui sont souvent posés en clavade. Aussi, ce que l'on peut voir, c'est le long des cours d'eau qui sont dans des talwegs. On voit des espèces de murs de soutènement qui barrent le ruisseau. Et en fait, ça correspond à des seaux hydrauliques. Ça fait comme des cascades. Cet ouvrage permet de faire des cascades, de dissiper de l'énergie hydraulique et donc de ralentir la vitesse d'écoulement de l'eau vers la vallée. Alors, ça ne décale pas les crues, juste ça diminue la vitesse et donc la propriété érosive de l'eau. Et puis la pierre sèche, eh bien, il y a un co-bénéfice pour l'écosystème. Moi, je me suis intéressé à l'ouvrage en lui-même, donc je me suis intéressé à la structure. Ce que l'on peut constater, c'est que dans ces murs, il y a toute une faune qui existe, de reptiles, de refuges, par exemple d'escargots, parce que derrière un mur de soutènement, il va retenir de l'humidité. Il y a des lichens, il y a une certaine biodiversité, donc flore ou faune, qui se développe dans ces murs. Et ils peuvent constituer un corridor pour les animaux. C'est-à-dire, c'est un marqueur qui traverse des territoires. Et pour observer des proies, par exemple, c'est intéressant. Et lorsqu'il n'y a pas d'arbres. Et il y a cette idée que peut-être à côté de la trame bleue et la trame verte, on peut essayer de construire une trame lithique qui participerait à des corridors d'échange de faune. Donc voilà, je vous ai présenté cette ingénierie régénérative et je vous ai montré en quoi finalement cette nouvelle approche avec laquelle que l'on met en pratique actuellement avec nos élèves ingénieurs, la pierre sèche répond à cette question-là. Et peut-être ce qu'il faut retenir, c'est ce qui a marqué en bref. Il faut essayer de sortir de cette vision passéiste des techniques constructives traditionnelles. Il faut se les réapproprier. Et je suis content de voir l'exposé précédent où la pierre, à travers cette expo aussi, on voit combien la pierre est pertinente dans la construction pour l'avenir. On arrive à réaliser de très belles choses. Et donc, il y a une espèce de modernité à inventer, à réinventer. Parce qu'en fait, finalement, souvent, on n'invente rien. On a juste oublié le champ des possibles. Ce qu'il faut retenir, c'est que la pierre sèche, c'est un tricotage de moellons de pierre 3D, savant, réfléchi, qui assure la résistance et la pérennité des ouvrages. C'est ce tricotage-là qui assure la résistance et la pérennité des ouvrages. Et donc, il faut une expertise qui est vraiment spécifique. Et il y a des diplômes actuellement qui permettent d'avoir cette expertise. C'est une technique qui est le fruit d'une intelligence collective plurimillénaire. Donc, il faut être peut-être humble. Et c'est de se dire, s'il y a eu un processus d'optimisation pendant des millénaires, pourquoi un cerveau formé pendant 5 ans serait meilleur que ce cerveau plurimillénaire? Donc, il faut peut-être avoir un regard moins... on va dire, condescendant avec ce qui s'est fait par le passé. Et au lieu de dire, mais non, ça ne fonctionne pas, comment j'en rentre dans les eurocodes, c'est de se dire, comment on peut finalement tranquilliser un contrôleur technique, comment on peut essayer de travailler avec lui pour qu'il apprivoise ce matériau. Et c'est vraiment exactement le problème que vous avez eu dans la pierre, que la filière de terre crue a. Et il y a des programmes de recherche qui, justement, essaient de répondre à cette question avec les contrôleurs techniques. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a quand même une ouverture d'esprit. Je trouve qu'on vit une période qui est passionnante. C'est un maillon naturel dans une chaîne entre passé et futur.
de temps en temps, ou même très souvent, vous me discutez avec un murailler, un bâtisseur en pierre sèche, vous pouvez constater que c'est des gens qui étaient dans le conventionnel, dans la maçonnerie conventionnelle. Quand ils ont découvert la pierre sèche, ils se sont dit « Waouh, ça, c'est une technique qui fait sens ». J'ai l'impression de ne pas être interchangeable. Un mur en pierre sèche, ça se voit, la réparation de murs par un artisan, on voit son œuvre par rapport à celui d'un autre artisan. Il y a vraiment une touche personnelle parce que quand on choisit une pierre, quand on choisit la manière de l'agencer, la façonner, eh bien, on a une approche qui est spécifique. On peut être artiste au passage. Il y a vraiment quelque chose où il y a une réappropriation. Voilà, le métier du murailler, c'est un métier d'art et ce n'est pas pour rien. Voilà, donc on a quelque chose, on fait partie d'une chaîne entre le passé et les futurs. On aura compris que c'est une ingénierie qui est vertueuse au sens bilan carbone, circularité, respect du territoire, respect des habitants. Voilà. Et puis, donc voilà, c'est la dernière phrase que peut-être il faut retenir. C'est donc une ingénierie régénérative pour penser, c'est-à-dire réparer, mais aussi penser dans la manière de réfléchir l'aménagement de l'espace. Merci. Alors peut-être, si vous avez quelques questions sur cette dernière partie, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez toujours venir me voir et puis aller là-bas, voir une exposition autour de la pierre sèche. Il y a plein de panneaux, ils sont assez explicites et ils complètent ce que j'ai dit, avec parfois un discours un peu différent. Je vais mettre un tout petit iota, si je peux me permettre. Ouais, ouais. Quand on a parlé de Majorque et de tourisme, si on prend une échelle encore plus large, est-ce que le tourisme peut être durable ? En fait, est-ce que, oui, il en peut être durable. imaginant de recréer une activité pour faire venir des gens. Alors, je finis en fait. Pourquoi je pose la question, c'est que tu as bien lié en fait cette technique aux besoins d'aménagement pour répondre à des besoins. Pas créer des besoins, mais répondre à des besoins. Est-ce que, alors, c'est la limite entre à quel moment les ouvrages sont utiles ou est-ce qu'ils sont utiles pour d'autres pratiques vertueuses ou est-ce que si on fait venir et qu'on regarde l'ensemble de l'activité, c'est intéressant